parce que je vais donner la parole à Daniel. Moi aussi, moi j'ai adoré le film. Je pense que Daniel, on a à peu près le même avis. Je te laisse un peu le partager. C'est que moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais pas de combien de temps je dispose. Non, mais de toute façon, on va en reparler. Mais juste une première impression de ce que tu as aimé. Première impression, déjà quand je vais voir un Spielberg, je ne sais jamais à quoi m'attendre. C'est-à-dire, ça sert à rien de regarder une bande-annonce ou quoi, il nous surprend toujours, pour le pire ou pour le meilleur. Et celui-ci, déjà, quand j'étais dans la séance, ce qui m'a fasciné au départ, c'est la quasi-absence de musique dans la première heure. Il y a quelques nappes sonores, etc., mais c'est assez surprenant de sa part. Il y avait déjà ça dans La Guerre des Mondes, où il y avait en fin de compte très peu de musique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et à contrario, à la fin, la musique est omniprésente. Ce qui a été fort pour moi avec le film, c'est que Spielberg, ça faisait des années qu'il m'avait pas eu avec les émotions. Et à partir du moment où il montre la deuxième image d'archive, c'est-à-dire cet alien qui est torturé, il m'a eu. Il m'a eu tout de suite. Et surtout avec cette phrase du personnage de Daniel qui dit c'est quand j'ai vu cette image que je me suis engagé. Et donc à partir de là, moi j'ai été pris d'une compassion pour les extraterrestres. Je me suis dit, voilà, on les maltraite, etc. Pour moi, ils existaient. Alors qu'au quotidien, j'y crois pas spécialement. Voilà, je crois ce que je vois. Et j'ai été aussi, pour moi, il montre, il illustre un monde qui est au bord de la Troisième Guerre mondiale. C'est même exprimé par moments. Ça se voit surtout à travers le travail de journaliste du personnage. Donc on sait qu'on est dans un monde, on sait qu'on est à notre époque. Et qu'à notre époque, il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup de désespoir, il y a de quoi. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel pays du monde, il y a que des gens désespérants à la tête de ces pays qui tirent l'humanité vers le bas. J'ai pas trouvé ça vieux jeu, justement, de la part de Spielberg, de faire un film sur l'empathie. Je pense que c'est sa réponse au monde d'aujourd'hui, que c'est une manière pour lui de justement tenter de transmettre, notamment aux plus jeunes, le fait que l'empathie, c'est quelque chose qui existe, et l'empathie, c'est pas la même chose que la compassion. Ou que c'est pas la même chose que de se soucier de ce qui se passe à l'autre bout du monde, ou l'empathie, c'est-à-dire vraiment la capacité de comprendre que quand on a des gens en face de soi qui se conduisent mal, en réalité, ce sont des gens qui probablement sont en souffrance et ont besoin eux-mêmes d'être soulagés pour moi, il essaye de transmettre ça, de transmettre quelque chose d'une humanité folle. Et forcément, il y a un décalage par rapport à notre époque où tout le monde est désespéré. Donc moi, je me suis fait complètement avoir. Et j'ai moins apprécié la partie un peu Disney, justement avec les animaux. Par contre, je tiens à défendre le fait que s'ils ressemblent à des images ou à du dessin animé, c'est parce qu'on est dans la projection d'une enfant, en fait. Et c'est un peu comme la fée bleue dans AI, c'est un peu comme dans Mission to Mars de Palma avec le planétarium. On n'est pas dans le réel, hein. On est dans la projection. Donc cette compassion que j'ai eue pour les aliens à partir d'une image d'archive, à la fin, elle a explosé émotionnellement pour moi. Et ça m'a vraiment bouleversé, j'ai pleuré, quoi. Je vous le dis, j'ai pas honte de le dire. J'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré en voyant cet alien dans cette image d'archive qui vient de se cracher, avec des humains qui viennent vers lui, on ne sait pas ce qu'ils vont lui faire. Ça renvoie E.T. qui a été un petit peu maltraité par des scientifiques, mais c'est peut-être pas leur intention initiale ou quoi. Non, moi, le film m'a eu totalement, et je suis très heureux que Spielberg m'ait eu émotionnellement. Mais le film n'est pas parfait. Voilà, Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de références à 80s, Starman de Carpenter. Il aime bien ces derniers temps référencer un petit peu ses amis, comme dans Minority Report. Il y a même du Sam Raimi au début, avec ce coup de pied. Bien sûr. Voilà, la scène de Spider-Man, de Catch. Et puis ça reste un film assez modeste. Hein. D'ailleurs, il y a un petit budget. Il est rentré dans ses frais la première semaine. Je crois que c'est 110, 120 millions de dollars. Il n'a pas cherché à faire un gros truc, quoi. Mais le film marche bien, hein, globalement. Je suis très étonné qu'il marche bien, d'ailleurs. Moi, il sait que c'est la meilleur début pour une idée originale de Spielberg. Et ça m'a un peu étonné. Je me dis, quand même, Spielberg, c'est quand même beaucoup d'idées originales, sauf quelques suites, quelques adaptations. Il a quand même beaucoup adapté de bouquins aussi. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai qu'il Jurassic Park, c'est une adaptation. Ouais, Minority Report, c'est un bouquin aussi ou pas du tout? C'est Kadik, c'est Kadik. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Donc ça qui est idée originale, on n'a peut-être pas fait autant que ça au final. Mais il y a Rencontre du troisième type, AI, qui est pris à partir des matériaux de Kubrick, mais il a écrit le scénario quand même. Il a développé. Et celui-ci. Et Poltergeist aussi. Donc à voir le bouche à oreille parce que le film, le bouche à oreille à voir parce que compliqué, les notes elles sont pas dingues, le public il est pas méga fan. À voir, c'est surtout les 35 ans et plus aux States qui y vont
pour le coup. Spielberg, il a complètement. C'est l'inverse de Backrooms. Délaissé la jeunesse, ça n'a rien à foutre de Spielberg. Et oui, vraiment, c'est un truc, il n'a pas du tout réussi à capter la jeunesse. Peut-être avec Ready Player One, il y avait un peu un crossover où la jeunesse est peut-être un peu plus fan du film par la suite. Je pense qu'en salle, ils sont pas allés, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui référencent quand même Ready Player One comme un truc de limite une Madeleine de Proust, déjà, tu vois, ceux qui ont grandi avec, peut-être, tu sais, les très jeunes, 18, 19 ans. Mais en tout cas, voilà, ça a fait 600 millions quand même, Ready Player One, hein, c'est pas rien, je viens de vérifier, ça met il a énormément marché à l'international, Ready Player One. Bon, après, c'était le fourre-tout licence et tout. Juste pour Disclosure Day, moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup qui est en lien un peu avec ce que tu disais, Daniel. Moi, pour moi, c'est vraiment un conte de fées, le film, quoi. C'est vraiment l'ambition d'avoir un truc hyper optimiste, féerique, une fable qui veut raconter où tout se passe bien. C'est pour ça que la fin, elle est super émouvante parce que c'est l'humanité qui se tient main dans la main. Regardez comment c'est beau, tout finit bien. Et en même temps, pour moi, il fait plus penser à ces films politiques, à Spielberg. Le côté, moi, j'y voyais du Lincoln, j'y voyais du The Post, ce genre de choses où il y a à la fois une quête pour la vérité. Vraiment, ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qui est vrai et ensuite laisser le peuple décider. Mais le peuple mérite la vérité. Il y a beaucoup d'hommages à des whistleblowers, je ne sais pas comment c'est en français. Lanceurs d'alerte. Lanceurs d'alerte, merci. À la Edward Snowden et tout. Bon, dommage pour Snowden. Mais dommage qu'ils soient devenus une marionnette du Kremlin, mais bon, voilà. Il y a beaucoup d'hommages à ces gens-là qui ont révélé la vérité, même si le gouvernement ou d'autres agences n'en voulaient pas. Donc pour moi, c'est un film qui s'axe plus dans la politique. Et c'est un peu, j'ai l'impression, le tournant majeur aux États-Unis où pendant 10 ans, ils ont fait un cinéma anti-Trump, en mode OK, l'immigration, les politiques publiques de Trump et tout. Et là, d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, le pays est tellement polarisé que c'est peut-être pas la confrontation qu'il faut faire, c'est peut-être pas ça. Il faut peut-être pas isoler les gens. Et c'est pour ça que la fin, c'est le listen. C'est le moment de s'écouter les uns les autres. Et pour moi, c'est plus un film hyper politique, hyper spirituel, beaucoup plus sur le symbole, et c'est ça qui m'a plu moi, c'est ce que le film raconte plus qu'autre chose limite, même si j'aime beaucoup le reste, hein, je trouve qu'il flex avec la mise en scène, d'accord, et il référence autant Munich que tous ces films, mais moi c'est ce côté-là qui m'a beaucoup plu, c'est comment il interroge sur la spiritualité, sur la religion, quand même les deux personnages, c'est deux prophètes en réalité, et ces deux prophètes qui ne veulent pas être des prophètes, et ça joue complètement sur ça, quoi. Il y a plein, tu sais, Emily Blunt, elle est censée mener c'est Moïse, quoi, censé mener à la terre promise, il y a tout ce truc-là que j'aime beaucoup sur comment lui il interroge sa propre foi, la foi dans son cinéma, à 50 ans de cinéma, comment il interroge la politique américaine aujourd'hui et dans le monde. C'est les Coréens dans le film, si je dis pas de bêtises, qu'on voit, c'est pas Russie, Ukraine, c'est les Coréens, et ils sont en mode... ça reprend un peu les clichés de l'époque aussi par rapport à la Corée du Nord, enfin de l'époque, c'était plutôt il y a 20 ans, par rapport à la Corée du Nord qui va bombarder ou ce genre de trucs, quoi. Donc ça joue beaucoup sur des névroses qu'il a et qu'il les transforme en fables. Et moi, c'est cet optimisme que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont il a réussi à interroger toutes ses croyances sociétale, personnelle, et comment en fait, pour moi, c'est un reflet un peu de son cinéma, et peut-être c'est ce que vous aimez pas vous, comme tu as dit, Jules Melon, tout à l'heure, c'est que c'est un remix de tout ce qu'il a fait en peut-être plus grand à certains moments, parce que c'est que moi, la séquence où il y a tous les écrans, où il a mis la grue en plein milieu des écrans, je me dis, mec, c'est bon, en fait, on a capté, t'as pas besoin de flexer comme ça tout le film, mais il flag les courses-poursuites avec sa grande grue, là, avec la voiture. C'est Minority Report x 1000. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. En fait, il élargit à chaque fois. Je trouve ça assez intéressant. Pourtant, les meilleures scènes, moi, je trouve que c'est les scènes, c'est pas à l'hospice, mais chez les sœurs, pardon, dans l'abbaye ou je sais plus quoi comme endroit exactement, où justement il y a juste le visage de Josh O'Connor, tu as l'ombre sur la moitié de son visage et on comprend qu'en fait le mec il hésite encore. Tous ces petits moments-là que j'aime bien chez lui, avec Colman Domingo qui représente Spielberg, en fait, qui recrée sa propre maison, qui recrée que dans un studio de cinéma. En fait, j'aime beaucoup cette interrogation qu'il a sur lui. Et j'aime beaucoup le fait que Spielberg il soit à la ramasse, surtout, tu vois. J'aime beaucoup ce côté où ça se voit qu'il est milliardaire. Enfin, il comprend ce qui se passe, il est milliardaire, mais lui, il n'a pas de problème, ça se passe bien. Et il a transmis cette naïveté. Et moi, j'ai des amis qui sont allés avec leurs enfants. Et les enfants, ils n'ont rien capté au sujet du film. C'est normal, tu vois. C'est un sujet compliqué, c'est beaucoup de monologues. On peut en parler en off, paf, mais c'est trop surexplicatif comme film. Pareil, ça m'embête un petit peu qu'ils expliquent plusieurs fois la même chose, qu'ils s'envoient des monologues comme ça. La séquence avec Colin Firth et Colman Domingo, bon... C'est bien, j'ai compris, hein, mais tu vois, Coleman Domingo qui fait que dire depuis le début, il n'y avait que vous deux. Enfin, je dis oui. C'est Hansel et Gretel. Oui, voilà, c'est Hansel et Gretel. Et en plus, bon, quand tu connais Spielberg, le mec, il est fan de maths, la meuf, elle est plus spirituelle, et tu dis oui. Encore une fois, tu parles de tes darons. J'ai compris. C'est de la musique aussi. Parce qu'il est là-dedans en ce moment. Mais c'est sa mère et son père. Il vient de le découvrir, il a fait tout un film sur ça, donc oui, bien sûr. Vas-y, Daniel.
je peux aller un petit peu plus loin sur le message politique. Moi, dans un premier temps, j'étais dans l'émotion, donc pendant 3-4 jours. J'étais vraiment rempli d'émotions. Et ensuite, j'étais dans la réflexion par rapport à la façon dont il aborde l'image. Et il y a ce côté, à notre époque, si on ne voit pas une image, quelque chose n'existe pas. Et par exemple, il y a plein de conflits dans le monde. Il y a même des Russes qui kidnappent des enfants ukrainiens pour en faire des Russes. Il y a plein de morts tous les jours en Ukraine. Il y a eu des massacres en Afrique, etc. Et ce sont des images qu'on ne voit pas sur des chaînes d'information, etc. C'est comme si ça n'existait pas, donc on n'en parle pas. Donc le fait de le dire ne suffit pas. On en revient au listen. Le fait que des gens disent mais il se passe ça dans le monde, etc. Mais par contre, les conflits qu'il y a eu dans le monde récemment, pour lesquels on a vu beaucoup d'images, c'est comme s'il y avait que ça qui existait. Et c'est important de voir ces images-là. Parce que voilà, on a besoin, ça nous permet de nous sentir concernés, de nous indigner, etc. Mais on ne voit pas les images d'autres conflits du monde qui nous permettraient d'être sensibilisés à absolument tout ce qui se passait dans le monde. Et donc, la réflexion sur l'image, c'est vraiment ce qui est venu dans un second temps. Mais c'est là que l'enjeu, moi, parce que moi, en fait, c'est vrai que pendant le visuel, je me suis dit, mais attends, mais il a des clés USB, mets ça sur un site à la con, mets ça sur Twitter, etc. Mais c'est là que l'enjeu est d'autant plus important de projeter ça à la télévision, direct, avec une source qui est approuvée, entre guillemets, que ça soit... c'est là que le message, bien sûr. Regarde les Epstein Files. Certes, il s'est passé des choses avec Epstein, etc. Il y a des dossiers, mais il y a beaucoup de gens qui ont détourné ces images-là. Donc, en fait, la réalité, elle est malmenée. Par la viralité sur Internet, par des gens qui font du fake, etc. Et Internet n'existe pas dans le film, presque. Non, mais tout est en toile de fond, en fait. Moi, je pense qu'il fait plutôt confiance aux gens dans leur propre environnement pour, à l'issue de la projection. Ça me fait penser, en fait, à Antonioni dans Blow Up, ou Godard, ou De Palma avec Blowout et Redacted, ou etc. Je pense qu'on est aussi dans ce cinéma-là, et que dans un second temps, quand on reverra le film, qu'on l'aura digéré, on prendra conscience qu'en fait, il est un peu plus complexe que ce qu'on pense. C'est-à-dire, derrière un conte, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, et notamment chez Spielberg, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Donc moi, j'ai pas perçu ça la première fois, j'étais aveuglé par l'émotion, et en ce moment, je suis dans la réflexion et dans l'analyse du film, et je trouve que ça va quand même un petit peu loin. C'est là peut-être qu'il est un petit peu compliqué à prendre, parce que, encore une fois, il y a beaucoup de références où on ne sait pas trop exactement quand placer le film thématiquement. On se dit... c'est foutraque. Ouais, voilà, c'est ça, c'est foutraque. Moi, je trouve que, par exemple, les références à Hansel et Gretel, je me dis... ça arrive assez tard dans le film, ça arrive sur la fin quasiment du film, et je me dis waouh, mais encore une couche d'interprétation, etc. Je trouve qu'il va très loin justement là-dedans, quoi. Et c'est peut-être le problème que j'ai eu lors de mon visionnage. Et effectivement, je pense par contre que c'est un film qui va grandir de plus en plus en moi, et où comme AI, comme AI. AI, quand il est sorti, moi je me rappelle, je le défendais bec et ongle parce que je me l'étais pris dans la gueule, comme Disclosure Day, quoi. Et je passais pour un fou, quoi. Je disais, j'expliquais même aux gens autour de moi, mais non, mais c'est pas des extraterrestres à la fin. C'est des mécas, mais ils comprenaient pas, personne comprenait. Ce qui est génial avec AI, c'est que plus tu le revois, plus tu vois une profondeur. Oui. C'est un des films les plus tristes de Spielberg. Bien sûr, c'est horrible, c'est même de la nécrologie, c'est affreux ce film. Quand il pense, quand tu vas au fond. Mais dans Disclosure Day, il y a aussi ce truc où chez Spielberg, il y a souvent plusieurs films dans un film, quoi. Là, il y a tous ces films. Mais il y a plusieurs films. J'ai ça en rigolant, mais esthétiquement, tu vois, moi, quand la séquence d'intro, je fais parce que j'ai revu Munich il y a un an. Je fais la séquence d'intro, on dirait Munich, tu vois, vraiment le truc. Moi, je pensais à un film d'espionnage au début, tu vois. Ça bouge, évidemment. Tu vois, donc il y a un mélange esthétique de plein d'œuvres. Et moi, je te rejoins sur un truc par rapport à ce que disait Paf, c'est qu'on a du mal à ancrer le film dans une époque. Mais il n'aurait jamais pu faire ce film il y a 20 ans parce que pour moi, il est ancré dans l'Amérique d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'était pas nécessaire. Le monde d'aujourd'hui. Et il aurait pas. De toute façon, il a fait ses films post 11 septembre. Il a fait Ready Player One en 18 où il était dans sa phase peut-être jeu vidéo, genre de truc. Mais là, il est dans un film un peu plus ancré dans une époque. Certes, il n'y a pas les réseaux sociaux. Certes, il veut pas se faire chier avec ce genre de truc et tout. Il est toujours dans le truc. Il faut la télé. Mais il n'aurait jamais fait ce film d'Alien il y a 10 ans, quoi. Jamais de la vie. Il fallait que le monde change, il fallait que le monde bouge. Et même pas les 10 ans, mais on va dire les 7-8 ans qu'on s'est pris dans la gueule, là, avec le Covid, avec les gouvernements, avec les guerres et tout, ça a fait avancer le monde où j'ai l'impression que depuis 2001, pour les Américains, il n'y a rien eu avant Trump, tu vois. C'était un vide où il y avait Obama et puis basta, tu vois. Et là, ça a relancé un truc qui, dans le cinéma, se ressent.
et qui est dans justement ce truc où il faut parler aux gens, il faut discuter. Et même, tu vois, les aliens, moi, j'y voyais aussi, c'est un peu comme les images d'abattoir, un petit peu, tu vois, ou d'abattoir, ou vraiment de torture de la CIA, des Black Sites, de Guantanamo. Ça fait penser à Poker Face, tu sais, non, pas Poker Face, le Shredder, là, avec Oscar Isaac et ce genre de choses, tu vois, je voyais, en fait, c'est l'Amérique qui regarde un peu les crimes du 11 septembre, c'est comment eux, ils ont réagi, surréagi. Et là, c'est un peu ce truc où, même lui, après le 11 septembre, Spielberg, il avait une sorte de. Tu sais, il pensait un peu au monde avec Munich, la guerre des mondes, avec Minority Report. Il y avait un truc où il se cherchait aussi moralement, en tant que personne. Et là, moi, je trouve qu'il s'est trouvé un endroit, certes manichéen, certes enfantin, peut-être, mais. Alors, je te laisserai développer sur ça après. Mais il y a ce truc vraiment où. J'ai l'impression qu'il s'est un peu trouvé quelque part en lui, il comprend un peu plus le monde, bon à 80 ans voilà, mais il y a ce truc assez sincère qui moi m'a vraiment ému vers la fin quoi. La fin, je voyais pas les aliens comme je voyais le monde, tu vois, je me dis ok en fait c'est ça, on devrait vivre ce monde là quoi. En fait c'est un monde qui est bâti sur de la torture, de la violence et on ouvre les yeux et on arrête quoi. Il faut appuyer sur pause. C'est pour ça que la fin, c'est pour ça que moi la fin j'adore. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais la fin c'est de la merde, c'est là que le film commence. Je fais non, en fait c'est là que le film s'arrête. C'est ça qu'il veut partager. C'est ce qui l'intéresse, bien sûr. C'est là, c'est ça. En fait c'est pour moi la fin Lison. Moi pareil, moi j'étais comme toi, j'ai pleuré. En fait on devrait être dans un monde de bisounours en réalité, mais bah non. Et c'est pour ça là, c'est le décalage. C'est pour ça les gens ils disent que c'est naïf, mais moi je trouve que c'est le décalage qui marche bien entre la version utopiste de Spielberg et la réalité où tu sors de ta salle, tu ouvres ton téléphone et il y a encore des dingueries qui ont eu lieu quoi. Et ça, moi c'est ce qui m'a touché aussi. T'as envie, on va peut-être laisser Elisa un peu. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Elle est comme moi, avec Backrooms. Non, mais je vous écoute. Mais en vrai, c'est grave intéressant de vous entendre parler de tout ça. Et ce que j'entends le plus, c'est l'empathie et le machin et bidule. Et j'avoue que moi, c'est ça le point mauvais du film. Je suis peut-être trop aigrie, peut-être trop vieille dans ma tête. Mais en fait, moi, l'aspect empathique, dans ma vie à 30 ans, j'ai déjà essayé. À mes yeux, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, tous ces discours, faudrait s'écouter, il faut se regarder l'entre-soi, regarder, oh là là, c'est pas bien, c'est comme l'abattoir, ils tuent des pauvres aliens et tout. Je suis une femme en 2026, girl, I know, et en fait, l'empathie, je suis désolée, moi, à mes yeux, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et en fait, tout le film, j'avais que ce truc-là dans ma tête, en étant là, genre, oui, je l'ai fait, d'écouter, ça m'a pas arrangé, ça n'a rien arrangé, je pense que j'ai n'importe qui face à moi, j'essaie juste de lui dire, listen, il va m'envoyer chier, ce qui est normal. Et donc, du coup, je suis désolée, mais j'arrivais pas à avoir la distance. Je n'étais pas dans le monde imaginaire de Spielberg. J'étais encore trop ancrée dans mon monde à moi et dans ma réalité. Et ça ne fonctionnait pas. Et ça m'a quasi plus mise en colère qu'autre chose, parce que j'étais là, genre, mais t'es adorable, monsieur, et j'adore tes films. Mais t'es trop mimi de me dire ça du haut de ta tour d'ivoire, milliardaire, 80 piges, c'est bon, t'as fait ta vie. Nous, ok, enfin... Le message n'est pas suffisant et vraiment ça fonctionne pas du tout. Je suis désolée, mais ça fonctionne pas du tout. Non, mais je comprends parce que je comprends parce que moi j'ai eu un épisode dépressif dans ma vie et je pense que j'aurais été hermétique à ça aussi parce que t'es dans. Je dis pas que t'es en épisode dépressif, c'est pas ça que je veux dire. Oh, t'inquiète, mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que pour être disposé à ce film, moi personnellement je supporte plus le monde dans lequel on vit. Je le trouve beaucoup trop brutal, etc. Ouais. J'ai vécu d'autres époques où on était peut-être plus naïfs. Mais voilà, j'ai vécu d'autres époques. Et donc, voir le Spielberg, c'est une respiration. C'est justement, il est en train de me renvoyer à quelque chose. J'ai besoin de ça, quoi, en ce moment. Mais c'est trop bizarre, parce qu'en fait, moi, typiquement, mes respirations, ça va plus être, c'est horrible ce que je vais dire, je vais passer pour une psychopathe, mais ça va plus être des films d'horreur, c'est-à-dire d'aller dans le fin fond des trucs, c'est un exutoire aussi. Plein la gueule, tu vois. Alors que là, t'avais vraiment le côté trop féerique où j'aurais adoré être cet enfant. Mais j'ai pas réussi, et j'étais quasi trop adulte dans ma tête, ou trop vieille sûrement dans ma tête pour apprécier. Mais je voulais qu'il y ait des trucs plus graves qui se passent. Je voulais qu'il me montre Fox News qui disait ah mais non mais en fait vous avez pas bien compris là. Non là tout le monde entier est au courant et tout le monde est d'accord et tout le monde est beau. Ouais. Non justement et c'est vas-y. Ah non je finis. Vas-y, après je rebondirai sur. Ça dépend en fait comment tu te situes dans le réel. Enfin c'est un film, c'est intéressant. Le film divise. Ça dépend comment tu as envie d'appréhender le réel. Moi je parle avec beaucoup de jeunes. Cinéma, qui aiment le cinéma et tout, et beaucoup ont détesté le film parce que c'est pas un film de combat, c'est un film qui refuse le réel, donc on peut pas le changer. Voilà. Et c'est vrai que c'est en soi un problème, mais Spielberg nous dit moi je peux rien faire. Je vous propose ce cinéma pour rêver et peut-être faire que les gens, en se rendant compte de ça, puissent être meilleurs. Mais c'est vrai que c'est une utopie. Je suis d'accord. T'as un homme de 79 ans qui essaye de transmettre quelque chose. Il essaye de faire ce qu'il peut en fait. C'est ce qu'il a fait toute sa vie avec son art, c'est qu'il a essayé d'y croire.
Ça a marché par moment. Tu regardes E.T. en 82. Et même, je trouve que ce n'est plus la période de Spielberg combatif non plus. Il était combatif à l'époque de Minority Report, la guerre des mondes, Munich également. Dans les années 2000, il avait vraiment cette mentalité-là. Il était très engagé. Il a même fait des films qui ont pas mal divisé. Les retours qu'il y a eu autour de Munich étaient un petit peu divisés, évidemment. En même temps, le sujet, évidemment, divise, et particulièrement aux États-Unis. Mais là, ça se sent que c'est plus du tout ce qu'il a envie de faire et que, oui, évidemment, il a envie d'aller ailleurs. Il a envie d'aller dans une envie de compréhension du reste du monde aussi, quoi. Mais c'est intéressant. Il y a deux choses que tu disais par rapport à Elisa, par rapport à Fox News et ce genre de trucs. J'adore la naïveté du truc à la fin où ils ont ce débat sur est-ce qu'on envoie le logo ou pas à d'autres chaînes. Il fait non, le monde a besoin de savoir, ils peuvent prendre, tu vois. Il y a ce truc trop beau. Moi, je suis un peu dans l'état. Bon, le monde, c'est de la merde, on est d'accord. Hein. Mais moi, j'ai un truc vraiment naïf en moi où je crois à la gentillesse des humains de manière générale dans leur globalité. Pas les systèmes en place, mais leur globalité. Et je suis un peu naïf par rapport à ça aussi. Mais justement, c'est ce niveau de naïveté, plus le côté pas du tout combatif où Spielberg, il vit dans sa dimension à lui. Mais il est quand même encore. Tu vois, moi je trouve que c'est quand même un film très engagé. Je vois quelqu'un dans le chat qui parlait du fait que alien en anglais, ça veut dire étranger. Bien sûr, ça veut dire immigré aussi, tu vois. Et dans une époque où ils mettent des immigrés dans des cages, ils les torturent, on les sépare de leurs enfants aux États-Unis. Et apparemment bientôt en Europe aussi, c'est un truc qui fait quand même écho à ça. Et c'est un truc qui n'existait pas à l'époque, quoi. Donc je pense que c'est pas pour rien qu'il fait un film d'Alien aussi aujourd'hui, parce que l'inconnu, ça fait peur. L'inconnu, quand on montre des images comme ça réussit à unir les gens. Tu vois, je pense que quand on en parlait tout à l'heure, mais en fait, la raison pour laquelle maintenant les gens sont beaucoup plus impliqués dans ce qui se passe en Israël et à Gaza, c'est parce qu'ils voient des images. Et voilà, ça unit le monde. Et ça, c'est un peu la force de Spielberg où il dit, en fait, c'est le moment de regarder, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Et le problème, c'est que justement, il crée un système où la télé, elle est trop cool. Tu vois, c'est ça la naïveté du truc. Mais en même temps, c'est un film sur le journalisme, sur l'enquête, sur l'espionnage, où il faut aller chercher les informations, il faut aller se battre pour ça. Et pour parler du côté religieux, moi, il y a plein de scènes que j'adore par rapport à ce que c'est lié forcément à la politique et la religion, surtout aux États-Unis. Moi, la scène où je sais plus comment s'appelle l'actrice, mais elle se met la croix dans la main. Pour moi, tu vois, je pense à tout ce qu'a fait Spielberg depuis le début. Tu en avais fait un très bon TikTok, Daniel, sur ça, par rapport au fait qu'au début, il avait commencé à parler de minorités noires aux États-Unis. Oui, parce qu'il n'arrivait pas à parler de lui-même. Ouais, c'est ça. Avant de faire Amistad, Couleur Pourpre et tout. Donc, il a tenté de parler d'autres choses. Ensuite, il s'attaquait à la liste de Schindler. Et ensuite, Munich, évidemment, qui est encore plus complexe, je trouve, par rapport à ça. Et ça se voit que là, il est vraiment en mode, OK, là, j'essaie de comprendre ce que c'est la religion dans le film, dans le monde, et la réaction par rapport au fait que il a ce truc un peu très vieillot où il se dit en fait s'il y a des aliens il n'y a pas de Dieu et quelqu'un lui dit en fait limite t'es bête, si ça change quoi qu'il y ait des aliens, ça veut rien dire, enfin il peut avoir des aliens, il peut avoir Dieu, il n'y a pas de problème en fait. Et ça c'est une réflexion de l'époque un peu, tu vois. C'est la religieuse qui dit ça ah non mais Dieu il a créé les hommes sur la terre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas créé autre chose ailleurs. Donc et elle ajoute tu n'as pas perdu la foi, tu as perdu la foi en l'humanité. Et ça c'est intéressant. Mais le film et Spielberg avec ce film est entre deux eaux, c'est-à-dire qu'il y a le côté voilà, on va faire confiance à l'humain avec mon message final, Lesson, voilà, vous pouvez tous être ensemble et tout, et quand même avec les images qu'on voit là sur les aliens, justement, il montre à quel point l'humanité est capable des pires crimes contre l'humanité. Bien sûr. Et il l'a fait dans son cinéma, Amistad, et la liste de Schindler et tout, il l'a montré. Là, il le montre, mais il a envie d'y croire. Il veut pas le montrer, il veut pas tout montrer, il veut pas montrer toute la panique du monde entier par rapport à la guerre qu'il y a en Corée, etc. Mais il y a qu'un truc qu'on voit, c'est les gens qui vont faire des provisions au moment. Voilà, qui font des provisions. Il montre quand elle a des pouvoirs empathiques aussi. À un moment, elle va voir le Coréen et elle réussit à lui faire dire je ne veux pas de ce conflit en fait. Et c'est là que son pouvoir empathique est important. Mais tout le film, tout le film, c'est elle parle à tout le monde avec de l'empathie. Elle dit les soulage. Par rapport à ton fils, à ta femme, elle les soulage quand le méchant Colin Firth il voit sa femme. Je crois que c'est sa femme de mémoire. Il a ce truc que je trouve hyper intéressant sur. Au fait, encore une fois, Elisa va péter un câble, mais c'est la réponse naïve en mode regarde, si t'étais sympa avec ta femme ou si t'arrivais à la revoir une dernière fois. Parce qu'il y a plein de gens, moi j'ai vu les réactions sur le réalisme. Moi je trouve ça hyper intéressant ce débat sur le réalisme, parce que moi je l'ai tout le temps par rapport au cinéma. Les gens ils acceptent pas le réalisme du film, parce que les gens ils ont toujours ancré leur perception du réel dans la réalité, ils l'appliquent au cinéma, ce qui ne marche pas toujours, et en tout cas dans ce cas-là c'est vraiment évident que ça ne marche pas. Et ça crée ce truc où, au fait, tu sais, elle rentre dans la base militaire comme si de rien n'était, parce qu'elle a dit des choses aux gens. Ensuite elle ressort comme si de rien n'était, quoi. Et en plus elle divise l'armée en deux.
très Moïse, tout ça, quoi. Et c'est un truc que je trouve tellement logique dans l'œuvre, parce que c'est un peu ce truc, ok, bah voilà, maintenant c'est la prophète, c'est elle qu'on suit, et puis il refuse quand même le culte de cette personnalité, il refuse de devenir comme tous les leaders qui vont créer la guerre, parce que ça devient un peu des sectes, au fait, ces dirigeants politiques. Parce qu'il ne faut pas avoir d'idole. Mais c'est ça, complètement. Et je trouve que c'est pas réaliste, entre guillemets, si vous voulez, mais le propos du film, c'est la magie de ça, quoi. C'est comment ça crée ce genre de cité, comment elle refuse ce genre de truc, quoi. Et ça, pareil, sur la religion, c'est pas intéressant, vu le passé de Spielberg, son cinéma, sur les minorités, sur la spiritualité, de dire, bon, en fait, on y croit, mais on arrête de suivre des gens par rapport à ça, quoi. Et ça, c'est fort, mine de rien. Je peux rajouter quelque chose ? J'avais vu un documentaire sur Arte, ou je sais plus quelle chaîne, sur un ancien étudiant qui avait étudié avec des Américains, et il revient quelques années après le Trumpisme, et les mêmes personnes avec qui il s'entendait bien sont devenues des Trumpistes convaincus, donc ça veut dire que ça s'accompagne aussi de discours haineux et de comportements haineux et d'une insensibilité. Et moi j'aime le personnage de Colin Firth, même si évidemment c'est très caricatural, c'est très symbolique, parce qu'en fait le personnage de Colin Firth, ça serait le méchant dans un monde manichéen justement. Non, c'est l'antagoniste, parce qu'en réalité cette personne-là est en souffrance et a besoin d'être apaisée et a besoin d'empathie et a besoin que donc cette prophète vienne le voir et lui montre sa femme, etc. A besoin de son ami qui est en réalité son meilleur ami, qui en rajoute une couche et qui accorde encore plus d'importance au fait de sauver son ami que de montrer les extraterrestres, je pense. C'est très important pour lui de sauver son ami. Et à partir de ce moment-là, lui, il rentre dans un mécanisme où il lâche prise. Il lâche enfin prise avec ce qui le conduit à mal agir, à être dans la colère, la haine, à manipuler des gens avec des couteaux, avec son ton d'ubiquité, des choses comme ça. Il se pose sur une chaise. On sent qu'il est soulagé, en fait, de voir la vérité venir lui aussi, parce qu'il va arrêter de se battre. Et le lendemain, il va peut-être faire des câlins à l'alien. Il va peut-être faire des câlins. Excuse-moi, mais moi je trouve ça quand même. Ok, on peut trouver ça ringard, tout ce que vous voulez, mais c'est des choses qui existent dans les mécanismes de chaque humain. Il y a beaucoup d'humains qui sont dans la colère permanente, dans l'aigreur, qui ne croient plus en l'humanité, comme le personnage féminin justement. Et à un moment donné, ils rencontrent sur leur route des personnes qui réussissent à les apaiser, à leur faire croire à nouveau à l'humanité, à se soulager, à lâcher prise. Pour moi, c'est un film là-dessus. Et c'est même un acte politique de la part de Spielberg de tenter, on va dire tenter, voilà, on voit bien que ça marche pas chez tout le monde, de rappeler que l'humanité c'est ça aussi, c'est pas aussi les colères permanentes qu'on a en ce moment qui nous rendent complètement dingues, avec des chefs d'orchestre dans le monde entier qui nous rendent encore plus dingues en fait. Bah, je vais dire deux choses par rapport à ça rapidement, comparaison peut-être un peu folle, mais en ce moment c'est la Coupe du Monde, tu vois. Et c'est l'un des seuls moments où tout le monde entier est uni, surtout aux États-Unis cette année, tu vois. Ouais. Tu vois plein de vidéos de plein de gens de cultures différentes qui pensent même pas à la politique, à leurs trucs, à leurs problèmes. Ils sont juste là pour le foot, quoi. Et ça crée des séquences assez drôles où il y a des Algériens à Kansas City. Ouais, j'ai vu aussi. Il y a plein de trucs comme... mal à y arriver, mais les Jeux Olympiques aussi. Les Jeux Olympiques, tu vois, il y a des événements qui unissent. Et par rapport à ça, je pense beaucoup à l'alien qui a l'air d'être une femme très âgée, l'alien de fin. Et enfin aussi l'alien est soulagé, on se dit enfin on peut respirer, enfin on a réussi. Moi je le vois aussi un peu comme ça. C'est un autre alter ego de Spielberg, l'alien de fin. Ah ben complètement, c'est lui pareil. Je pense que c'est l'alien qui a été torturé. Il me semble que c'est l'alien qui a été torturé, qui a amené justement le personnage de Daniel à s'engager. Je crois, j'ai cru comprendre avec le truc de in vivo. Oui, je crois que c'est... Pour revenir au personnage de Colin Firth qui retrouve une sérénité après une illusion quand même. Parce que bon, sa femme elle est morte probablement, c'est ça qui l'a rendu aigri, on ne sait pas trop, ça qui l'a séparé de son meilleur ami. Et en fait, cette illusion-là va lui faire enfin accepter le deuil de sa femme. Il se pose, il se dit, putain j'ai été con quand même. Mais ça aussi, on en revient à une forme de naïveté. Disons que c'est un film, ça va vite, quoi. Mais il y a un processus plus long dans la vie qui peut amener à des choses comme ça. Si tu as des gens en face de toi qui veulent vraiment sincèrement t'aider, ou si tu te rends compte que la cause pour laquelle tu t'es engagé, c'est pas que c'est pas la bonne, c'est que c'est quelque chose qui allait avec tes souffrances à toi, quoi. Et on en revient au pouvoir des images. Pouvoir des images, elle génère, avec sa télékinésie, elle génère une image factice. Parce que tu vois, c'est intéressant ça quand même. Et dans le pouvoir des images finales, l'IA ou pas, oh non, c'est bon, on a un détecteur à IA, c'est bon. Oui, c'est bon. Même le plan final avec c'est une caméra qui filme quelque chose, quoi. Donc bon, c'est Spielberg aussi dans ce plan final, quoi. Mais je trouve que c'est peut-être ce qui est compliqué, c'est ça, mais c'est peut-être ce qui est
un peu compliqué avec le film aussi, c'est que je pense que si c'est le premier Spielberg de personnes, comme ça sera le cas, je pense, plutôt dans le futur, il est plus compliqué à analyser sans le mettre dans sa filmographie précédente, quoi. Je pense qu'effectivement, moi je suis d'accord avec vos analyses et je suis d'accord que oui, quand il est, quand on le remet en contexte, c'est un grand film dans sa filmographie, mais encore une fois, il faut le remettre dans son contexte aussi, quoi. J'irais même encore plus loin, mais là c'est peut-être un peu suranalysé ou pas pour l'instant, mais je pense que ce film, il n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas fait de Fabelmans avant, où il a réglé lui-même pas mal de choses avec son père et sa mère, surtout la mère. Hein. Voilà. Mais c'est le même processus. Oui. La mère pianiste, avec le piano qui apaise dans le train, là, le train, et lui qui est le geek qui représente le père. Hansel et Gretel, c'est son père et sa mère là dans le film, hein, si on veut. Non, mais même il y a le dédoublement, c'est-à-dire dans Ready Player One, à la fin, t'as Morrow, il se dédouble, il y a l'enfant dans la pièce, et il dit j'aime bien l'avoir à côté de moi. Dans Fabelmans, il se dédouble carrément. Alors là, c'est explicite. Ah oui. Et dans ce film-là, il se dédouble à travers deux enfants qui sont en même temps ses parents et lui. Enfin, c'est un truc de... C'est la Trinité, là. Il y a une Trinité chez Spielberg. Ouais. Il est dans un truc très personnel, mais son personnel, il essaie de le rendre universel. Ça marche ou ça marche pas chez certaines personnes. Mais moi, j'aime bien quand des artistes passent de l'intime à l'universel. En fait, pour moi, il est dans sa phase un peu à la Scorsese où il réfléchit un peu à ce qu'il va laisser au monde, ce qu'il va laisser de lui. Et du coup, c'est que j'avais complètement zappé cette histoire dans Ready Player One. Enfin, je l'ai pas vu depuis la salle de cinéma, mais c'est qu'il y a ce dédoublement à la fin, complètement avec l'enfance et tout, et ce qu'il a fait lui pour le cinéma aussi. Et c'est que tous ces films, en effet, moi, Fabelmans et celui-ci, c'est les mêmes films entre guillemets, tu vois, par rapport à ce qu'il veut raconter de lui, du monde et comment il voit ça. Et je le vois. En fait, si c'était son dernier film à Spielberg, ça serait un bel adieu. Parce qu'en mode, ok, il a raconté son cinéma, on peut passer à autre chose, il a conclu son truc un peu. Il n'a pas fini. Non, mais de toute façon, voilà, il va faire comme Scorsese, Eastwood, il va en faire jusqu'à sa mort. Non, il va s'amuser maintenant, il va aborder des films de genre qu'il n'a jamais explorés. Western, film d'horreur, etc. Même Scorsese fait un film d'horreur d'ailleurs. Il a commencé avec Duel, il finira avec un western. Mais tu vois, c'est ce truc où, comme Eastwood qui finit avec. Apparemment, il n'a pas fini. On va voir. Il y a son fils a dit il n'a pas fini, d'autres, bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est que si ça finit, son dernier plan, c'est dans Juillet numéro 2. Ça fait beaucoup penser à sa vie, à sa carrière. Tu vois, ils sont en train de se regarder dans la glace et de dire ça. Et Disclosure, pour moi, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça fascinant. Et je pense que c'est là qu'il y a un décalage beaucoup, forcément avec la nouvelle génération, qui connaît peut-être pas beaucoup Spielberg, qui connaît pas beaucoup son cinéma, qui passe peut-être aussi à côté de ce genre de choses. Mais le film, il en prend, enfin, sur Letterboxd, il est hyper mal noté, je crois, pour un film. Oui, c'est normal. Non, mais il est bien noté sur le Rotten Tomatoes par rapport aux critiques. AI, il était beaucoup moins... Tu vois, par rapport à la jeunesse qui est beaucoup sur Letterboxd, tu es à 3,2. Moi, les notes, tu vois, ça va de plein de notes de 2 à 4, tu vois. On discute en ce moment. C'est intéressant parce que The Fabelmans était un film à la fois sur la communication et le pouvoir de l'image, surtout le pouvoir de l'image à la fin quand il filme son harceleur en mode perfection. Etc. Ah, ça c'est génial. Ça. Mais là, c'est pareil. En fait, il y a une même idée. Ce sont deux films jumeaux et qui traitent. Enfin, c'est deux films best-of de Spielberg différents, mais qui se rejoignent et qui sont complémentaires en fait. Est-ce que ça ne serait pas une trilogie, Ready Player One, Fabelmans et Disclosure Day, la trilogie de moi-même quoi. Et des images. Oui, des images. Et comment je me dédouble et comment j'explique mon cinéma. On peut même mettre Minority Report dans le délire, hein, quand on y pense, parce que là, c'est plus que les images, c'est des projections de ce qui pourrait arriver. C'est encore. Minority Report, c'est même un hommage qui rend à tous ses potes cinéastes, toutes les références qu'il y a, quoi. C'est multi-référencé, Verhoeven, De Palma, etc. Ah, Verhoeven, oui. Ah, ouais. Totalement. Non, mais c'est un film puissant, c'est sûr, mais je comprends de totalement passer à côté. Ouais. Ouais, il faut le voir, listen. Oui, attendez de le revoir, Disclosure Day. Même en salle, à la maison, voir comment parce qu'en fait, le film, il en met plein la gueule, je trouve déjà. Je trouve qu'en termes de mise en scène, il s'est lâché, il se fait plaisir, il est hyper généreux, c'est grandiloquent, c'est énorme quoi, comme film, je trouve. Pourtant, ça reste assez intime. Et en salle, ça marche bien. Moi, c'est le genre de film, j'ai envie de revoir à la télé, voir comment ça survit un visionnage à la télé, voir si j'en prends. Tu vois, genre l'année dernière, j'avais adoré Sinners en salle. À la télé, j'ai un peu moins aimé parce que tu le prends un peu moins dans la gueule, quoi. Donc, c'est un film que j'ai envie de revoir aussi à la maison, voir si, parce que tu prends les 2h20 de waouh, de trucs, de grue, de flex, tu vois. Et en même temps, le sujet, il va pas changer, c'est clair. Mais je suis aussi curieux de voir comment les gens vont réagir quand ils découvrent le film. Parce que là, les gens, ils vont en salle et tout. Mais comment il va grandir, tu vois. Parce que genre, on pense beaucoup à des films comme Eddington. On en parle souvent avec Paf. Eddington, c'était détesté quand c'est sorti, tu vois. Et plus le temps passe, plus commence à tourner dans la tête de tout le monde.
Là, s'il fait son prochain film, Ari Aster, ça a l'air incroyable. Si c'est ce qu'il prévoit avec la rumeur. Ouais. Donc, tu vois, c'est des films comme ça. J'ai envie de voir comment ils survivent un peu le temps et le public de manière générale. Après, oui, il y a des soucis. Moi, je pense qu'il est coincé dans ce truc malheureusement trop explicatif où vraiment c'est en boucle sur les mêmes choses et ça gâche un peu des trucs. Alors qu'en fait, avec sa mise en scène, on comprend un peu tout. Il n'a pas besoin de tout répéter, mais il a envie que ses films soient vus par les enfants aussi. Et je pense que c'est trop compliqué pour des enfants thématiquement. Et c'est juste des images sympas et ils vont passer à côté, quoi. On n'a pas parlé de la scène aussi très biblique avec les 2 enfants qui touchent leurs mains. Vous savez, quand il y a la scène des aliens. Et ouais, carrément. Ouais. Et puis la scène des aliens, c'est un peu ils sont choisis, pareil, par Dieu, quoi, avec la lumière qui va dans leurs yeux. Voilà, c'est le regard des enfants. Très éthéré, exactement. Ouais. Mais je pensais que le film allait prendre une tournure un peu. Honnêtement, en fait, il y a eu la scène avec les enfants et les aliens et je me suis dit, oula, on est dans Mysterious Skin, on est dans. Enfin, qu'est-ce qui se passe? On en a beaucoup parlé, ça. Ouais, mais j'avoue, je pensais que ça allait prendre une tournure vraiment différente et je pense que c'est peut-être une vision d'un traumatisme aussi et je sais pas sa vision exactement de ce traumatisme-là à Spielberg, mais je trouve que la scène, elle est un peu floue également, quoi. Et pour moi, c'est un baptême un peu, tu vois. C'est vraiment ce moment où. Déjà, ils acceptent leur passé parce qu'ils se tiennent la main dans la scène et c'est la première fois qu'il y a un peu un vrai contact entre les deux et les gens de manière générale parce que c'est aussi ça, c'est le contact humain, c'est l'intimité, ici fraternelle, on va dire. Et il y a ce truc vraiment où ils acceptent leur passé pour avancer. En fait, elle, on n'a pas beaucoup parlé des personnages, mais elle, c'est comme une femme qui refuse de se faire arrêter, premièrement par des hommes. Il y a ce côté où tous les hommes la font un peu chier. Ensuite, il y a ce truc où elle a envie d'avancer vite dans sa vie. Tu vois, elle est à la télé, mais elle fait des auditions. En fait, elle a envie de bouger tout le temps. Oui, elle veut déménager. Elle veut déménager, elle s'arrête jamais. Elle allait déménager sans son mec. C'est sous-entendu, si j'ai bien compris, que son mec la trompait ou alors ils n'étaient pas très bien ensemble ou je sais pas pourquoi il lui fait la remarque à l'hôpital. Ouais, un petit peu. Le mec. Ouais, c'est ça, un peu un gros loser qui accompagne pas sa meuf. Bon, elle est vraiment dans cette optique. La vie est courte parce qu'en plus son père il avait Parkinson, donc elle sait qu'elle va la voir et il faut qu'elle aille vite. Et de l'autre côté, tu as Josh O'Connor qui, pareil, il se bat contre la montre parce qu'il est contre la vérité. Et pour moi, Spielberg, il se bat contre la montre aussi, quoi. C'est cette course éternelle. C'est pour ça que le film, c'est une course-poursuite, quoi. Et cette scène-là, c'est un peu une scène où ça se pose. C'est un peu le réconfort. Ils acceptent un peu leur passé, leur futur. Et c'est un truc que je trouve beau, quoi. C'est enfin, on avance, on sait ce qu'on doit faire et on va prendre le temps pour le faire. Et je trouve ça assez poétique aussi, quoi. En plus, la lumière dans les yeux. Limite, on dirait c'est un câlin de la part des aliens avec leurs petits doigts, là, comme ça, autour de la tête. Ils n'ont pas de parents, en fait, ces gens-là. Ils ont loupé tout amour paternel, quoi. Et c'est un truc qui manque clairement. D'ailleurs, l'alien, à la fin, elle les prend dans leurs bras, dans ses bras. Ouais, complètement. Oui, mais pour en revenir à un personnage féminin principal, il a mis du temps, Spielberg, à bien traiter ses personnages féminins dans son cinéma. Oh non, t'exagères. Regarde The Post, à quel point. Non, alors, c'est vrai. Il y a eu, et La couleur pourpre, qui est pour le coup un très. Et La couleur pourpre, qui est très féministe. Ouais. Mais c'est vrai que depuis West Side Story, là, pour le coup, il a bien mis les choses en avant, quand même, avec des scènes très très fortes. The Fabelmans, il a vraiment remis un peu certaines choses aussi au centre. Mais c'est vrai que il a eu du mal à écrire des personnages féminins dans sa carrière. C'est juste qu'il a eu du mal à les écrire. C'est pas dramatique, mais quand on voit le Temple maudit, bon, il était en. C'était compliqué avec sa femme. Mais il était en train de tomber amoureux. Faut lui pardonner. Là, il y a quelque chose. On voit une femme combative qui veut devenir journaliste. Elle ne veut pas rester présentatrice météo, etc. Et c'est elle qui reçoit ce don de potentiellement d'empathie et tout. Grâce à, là aussi, la nature, hein, parce qu'il y a cette histoire de Disney, là, Blanche-Neige et tout. C'est cet oiseau cardinal là qui vient lui donner le don. Très belle scène d'ailleurs, avec l'oiseau qui arrive, là, qui rompt un peu le côté un peu blabla avec son petit ami un peu pénible, son personnage très pénible. Et sans musique, quoi. Oui, vraiment, le truc étonnant. Elle est très discrète, la BO de John Williams. Je l'ai écoutée à part, c'est intéressant. Il s'est mis en retrait quand même. Bon, à la fin, ça explose, mais toute la première partie, Et d'ailleurs, c'est l'un des seuls films de sa carrière où il est pas scénariste dessus, mais c'est story by. Donc c'est une idée de Steven Spielberg. Il y a Poltergeist aussi, vraiment. Et alors moi, j'ai la liste sous les yeux, les films où il était story by, c'est donc les gros films. Je vous dis vite fait: Goonies, Disclosure Day, Poltergeist, Sugarland Express, Amazing Stories. Et là où il est crédité scénariste, c'est Fabelmans, Rencontre du troisième type, Poltergeist et AI. Et Gremlins, c'est Columbus, Gremlins. Ouais. Il y avait Mais oui, AI, c'est avec le fantôme de Kubrick, l'hommage qu'il rendait. Ouais. Mais là, c'est une histoire qu'il avait en tête depuis un petit moment, je crois, Disclosure Day. Totalement. Est-ce que, Elisa, vu que tu n'as pas aimé celui-ci, tu as des Spielberg qui te plaisent ou c'est pas trop ton truc non plus?
J'aime bien, j'ai un papa, donc du coup il m'a montré tous les Spielberg quand j'avais 10 piges, comme tous les papas je pense, et il m'a fait écouter Pink Floyd avec. Non, j'adore AI, je crois que c'est mon préféré. Et plus jeune, c'était La Guerre des Mondes, je pense. J'étais un petit enfant. Mais, oui, parce que c'est des films plus sombres, ils sont plus lucides sur le... Écoute, tu parles à quelqu'un de très aigri, hein, à un moment, voilà, on peut pas remédier à ça. Non, mais tu sais, dans La Guerre des Mondes, t'as la vision qu'il a des humains. Je veux dire, il y a des humains qui se piétinent pour une voiture. Non, c'est très... Je sais pas pourquoi, mais je préfère voir ça. Après, néanmoins, j'ai dit tout ça, mais je suis très contente qu'il existe, hein, le film. Je pense qu'il n'est pas fait pour moi, mais par contre, je trouve ça très très bien qu'il soit là et qu'il soit là en ce moment, parce que le rapport aux images et tout ce que vous disiez, je suis absolument d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est juste un point de vue totalement perso où no way in hell je rentre dedans. Lisa, et si dans 10 ans, tu changeais complètement d'état d'esprit émotionnel et tu te mettais à aimer quoi, peut-être, ça se trouve, dans 10 ans, je vais vivre dans la campagne avec des chefs, donc là, peut-être ça va fonctionner, tu vois. Mais, avec des biches et des oiseaux. Ouais, et des cardinales, et puis on sera bon, je vais claquer, et puis... Non, pour l'instant, ça fonctionne pas, désolé. D'ailleurs, je comprends. Le symbole du cardinal, moi, c'est un des seuls trucs qui m'a pas... J'ai pas trop réussi à décrypter. Comment est-ce que vous voyez ce truc-là de cet oiseau? Pour vous, il y a une signification particulière? J'en parlais avec d'autres gens, mais... C'est le rapport à la nature, de toute façon. Enfin, une sorte de retour à la nature face à l'humanité qui s'est trop urbanisée, peut-être quelque chose du genre. Mais c'est par rapport au cardinal en soi, tu vois. Pas par rapport à un oiseau de base, mais par rapport à... C'est comme un oiseau... Alors, sans même parler du truc religieux, est-ce qu'il y a un autre apport qui vous a marqué par rapport à ça? Moi, c'est le seul truc, je me suis dit, je suis pas sûr pourquoi un cardinal... le seul souvenir d'un cardinal au cinéma, c'était dans Sleepy Hollow, quand il faisait tourner le truc là, dans une cage. Mais bon, l'oiseau qui est sorti de sa cage, mais pourquoi un cardinal? Peut-être plutôt par la couleur rouge, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc il ressort peut-être un petit peu plus esthétiquement à l'image, vu qu'il est... Ça aurait pu être un rouge-gorge, en fait. Ouais, voilà, leur appartement est quand même très gris, etc. Donc c'est sûr que ça ressort un peu plus à l'image d'avoir un cardinal comme ça. Je pense en plus, l'appart est vide. Il est vide, il est gris, il est vraiment... Oui, ils viennent de déménager, je crois. Il va déménager, je sais plus. C'est Backroom. C'est la mouette dans Backroom, et c'est le cardinal dans... Est-ce que... Faudrait rentrer dans le backroom du personnage. Pour moi. Le backroom de intéressant. L'humanité doit sortir des backrooms. Le backroom de Spielberg, Et est-ce que, peut-être avant de passer un peu à Toy Story, si vous deviez recommander un film de Spielberg on va dire à la jeunesse de manière générale, pour les introduire à Spielberg, parce que c'est quand même quelque chose qui a été... qui les ont abandonnés. Enfin, Spielberg, il n'intéresse plus tous les jeunes, quoi. Je sais que c'est marrant, mais sur Letterboxd, je crois que son plus populaire, c'est Arrête-moi si tu peux. C'est ça, je l'ai sous les yeux, là. Ça m'étonne. En fait, pas mal. les plus populaires sur Letterboxd, c'est Arrête-moi si tu peux, Jurassic Park, La liste de Schindler, Dans de la mer et Sauver le soldat Ryan, top 5. Pour la jeunesse, c'est très bizarre. Pourquoi moi, je pas sais AI que... Pourquoi pas AI? Bah ouais, moi je dirais AI en vrai. Hein. Parce que là, il était pas obsolète comme aujourd'hui, il était très visionnaire. Non, mais à l'époque, je te jure, il était rejeté. Mais oui, mon père le détestait, dis-toi. Ouais, tout le monde le détestait. Sauf moi. Des élans un peu rebelles contre lui, dis-toi. Donc, Non, mais là, il est bien, là, il est ancré dans une idée d'avenir actuelle, j'ai envie de dire. Exactement. Il a trouvé, ouais. Je sais qu'on parlait de Liminal Space. Moi, je pense qu'un des meilleurs films sur Liminal Space, c'est Le Terminal. Donc, peut-être que celui-là, il pourrait bien passer. C'est chouette, Le Terminal. Il est trop bien, celui-là. Ah ouais. Je sais pas si c'est Liminal ou plutôt l'inverse, un peu maximaliste avec le nombre de mondes, de trucs et tout. Oui. Ouais, puis c'est filmé de façon très démesurée, Le Terminal, dans cet espace clos, en fait. Non, enfin moi je sais que je m'étais fait j'ai maté quasiment tous les Spielberg qui me manquaient. Alors il m'en manque plein, il me manque les Amistad, 1941, Lincoln, tout ça, enfin plein de petits c'est pas ses meilleurs. C'est pas ses meilleurs visiblement, mais je sais que j'avais été pas mal bluffé par l'Empire du Soleil quand je l'avais rattrapé, qui est quand même très qui est assez dur hein, quand même, et effectivement dans le Spielberg plus politique, je trouve qu'il arrive à toucher quelque chose avec ce film là. Et sinon, ouais, Munich qui quand même est très complexe aussi, quoi. Ouais, très complexe. Ouais, tu m'as volé mes deux choix. Alors attends, je prends le temps. Non, mais c'est vrai que. Alors Munich, pour avoir revu, j'avais un peu peur parce que je l'avais pas revu depuis longtemps. Mais en fait, c'est hyper intéressant comment il traite de toute cette histoire et comment il réfléchit un peu à son identité à lui. L'Empire du Soleil, un peu oublié, ça c'est clair et net. Mais même, tu vois, la couleur pourpre et Amistad, je trouve que ça, de mémoire, ça a bien vieilli. C'est hyper engagé et tout. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est que pour motiver les gens, en fait,
la jeunesse, elle est un peu cynique peut-être aujourd'hui, quoi. Je sais pas s'il faut leur montrer un truc qui donne de l'espoir, qui fait kiffer comme un E.T. ou un truc comme ça. Faut les obliger à regarder E.T. avec les yeux ouverts. Mais ça marche moins E.T. chez les jeunes aujourd'hui. Bah, je me pose la question. Hein. C'est ça le truc. Peut-être c'est trop vieillot. Donc AI. AI, c'est triste. AI, c'est mélancolique, c'est triste, c'est terrible. C'est ignoble. Ah oui, c'est ignoble. Ah, c'est très très glauque même. Non, mais il y a plein. Ouais. Bon, Jurassic Park, ça peut marcher aussi pour la jeunesse. Ça marche déjà. Ils ont grandi avec. Moi, je pense que ça s'est jamais arrêté. Pour la jeunesse, son film le plus jeu vidéo, bizarrement, c'est pas Ready Player One, mais ça serait plus le Tintin. Ouais. Et qui est quand même très, dans sa mise en scène, totalement folle, je trouve. Et voilà, ça se repartage énormément, et je trouve que ça n'a pas pris une ride dans comment sa caméra se déplace, et je trouve ça assez fou. Donc, moi, Tintin, je pense pour la jeunesse, c'est fort. Pas le bon gros géant. Hein. Pas... Ah oui, ça c'est on dur. peut passer outre. Hein. Non, les fans de Roald Dahl adorent le bon gros géant. Ah, c'est bien, pas mon cas. Dans les films un peu SF de Spielberg, c'est quoi en français? C'est Cheval de guerre. Ouais, Warhorse. J'accroche pas. Ah, ça c'était dur. Ça c'était dur. C'est le hasard Balthazar de Spielberg en fait. Il a une phase. Spielberg, il a une phase compliquée quand même dans les années 2010. Hein. Il en enchaîne quelques-uns. Je suis d'accord. Ouais. Parce qu'il enchaînait beaucoup. Le tour des espions, je sais pas ce qu'il vaudrait en revisionnage. Moi, je l'ai vu une fois, ça allait. Mais en fait, l'enchaînement Cheval de guerre, Lincoln, le Pont des espions, il y a le Tintin entre les deux, le Ready Player One, The Pose. The Pose, je trouve ça bien, tu vois, mais c'est que c'est pas un grand Spielberg non plus, quoi. Mais c'est bien. Et, après, pour moi, il revient avec Ready Player One, West Side Story, Fableman. Pour moi, il est sur une belle lancée là, en tout cas.